Mongo Betty, Remember Ruben, 10-18, 1974. À Diop Blondin, fier enfant noir, mon jeune frère, assassiné dans les geôles atroces d'un dynaste d'Afrique. Afrique, marâtre trop fertile en tyrans mercenaires. Toute ressemblance avec des événements passés, des personnages réels ou des contrées connues est totalement illusoire et, en quelque sorte, doit être considérée comme regrettable. Première partie, tout pour la femme, rien pour le fusil. C'est trop peu dire qu'on ne saurait imputer à Morzamba l'origine de ce qui nous exaspéra d'abord si longtemps. En vérité, Morzamba ne nous demandait rien. Morzamba passait son chemin. Il y a eu une époque, peu après la disparition d'Abena, où, pour échapper au remords et comme si la vérité des événements s'était recroquevillée dans le recoin ténébreux de notre mémoire, la diatribe nous mettait dans la jubilation. C'était d'abord Feu en Gamba, dont les accents enflammés faisaient éclater l'abominable ingratitude dont notre hôte n'avait cessé de se rendre coupable, contrastant avec notre générosité bien digne d'être mise en légende. Alors nous prenions la parole tour à tour, pour retracer tout le bien que nous lui avions fait, combien nos intentions étaient loyales, sincère notre désir de bien agir en toutes circonstances, admirable notre sens inné de l'hospitalité exquise. Nous avons inventé des griefs plus savoureux les uns que les autres, comme pour préserver notre haine et notre colère de la lassitude. Avec le recul, combien nous révolte aujourd'hui la mauvaise foi des discours tortueux d'un Gamba, surtout peu avant sa mort, lorsque, tentant vainement de se réhabiliter, il comparait Van der Ritter, modèle, selon lui, de l'étranger droit qui, sollicitant une place dans la cité, l'occupe avec une modestie reconnaissante, à Morzamba, toujours distant, jamais fraternel. Après tout, disait-il, solliciter, c'est solliciter. Sans aucun doute, Morzamba nous avait sollicités, en quittant la chaussée pour enjamber le ravin qui l'aborde, frontière qui sépare la route du terroir de notre cité, deux univers étrangers sinon hostiles. Après avoir escaladé le talus, n'avait-il pas alors cueilli des oranges, défiant ainsi notre hospitalité en quelque sorte? Quelle cité et sa âme toléreraient cet affront sans se déshonorer à jamais? Comme s'il n'était pas d'usage dans notre nation que le voyageur que presse la faim ou la soif cueille un fruit au bord du chemin, moissonne une canne à sucre, voire un épi de maïs dans un champ pour le griller à la flamme dans la première maison rencontrée, et reprenne la route sans s'exposer à la curiosité tumultueuse d'une foule qui n'avait même pas l'excuse d'être livrée à elle-même. Car Ngamba, un homme d'âge et qui se donnait pour un sage, après avoir ameuté l'indiscrétion de femmes et d'enfants emportés, avait présidé au tapage qui en annonçait tant d'autres. C'est nous qui avons contraint l'enfant errant à accepter notre hospitalité, nous qui l'avons forcé à faire étape, puis à séjourner, et finalement à se fixer parmi nous. Certes, le jeune voyageur s'en est pris à un oranger, poussé sur les terres du clan, mais, traditionnellement, un tel arbre n'appartient pas plus aux occupants du sol qu'aux passants qui, dans la nécessité, en jouissent librement, comme de l'eau de la rivière, de la fraîcheur de l'ombre sous la feuillée, ou de tout autre de ces biens que fournit la Providence. Personne n'a planté cet oranger, autant qu'on s'en souvienne. Personne n'en revendiquerait la propriété. Sans doute l'heure était-elle trop matinale au regard de nos usages alimentaires pour qu'on ne s'émût point à la vue d'un homme, d'un enfant, d'un tout jeune garçon, dévorant coup sur coup plusieurs oranges, aux premières lueurs de l'aube, si fraîches au sortir d'une nuit de pluie, si brumeuse ce jour-là. Et Ngamba, aussitôt de gagner la chaussée avec gaucherie, traînant le pied, et d'aborder l'enfant pour l'apostropher avec brusquerie, ainsi qu'un animal échappé de l'enclos. Enfant, est-ce une heure convenable pour te goinfrer d'oranges dont le jus par ce froid transira ton estomac sans le garnir? À cette heure du jour, enfant, aucun fruit n'est une nourriture digne d'un être humain, alors que les animaux eux-mêmes s'en abstiennent encore, attendant les premiers feux du soleil pour songer à les rechercher. Qui que tu sois, jeune étranger, regarde-moi bien. Je viens de me lever, moi aussi, et je ne me suis pas encore nourri. Moi aussi j'ai faim. J'éprouve les pincements de mon estomac qui me réclame instamment son tribut. Vais-je pour cela me repaître d'oranges dès l'aube? Non, j'attends sereinement que mon épouse allume le feu et y fasse réchauffer la brûlante pâture qui glissera dans mon gosier béat et redonnera vie à ma vieille carcasse encore engourdie. Qui que tu sois, étranger, que n'es-tu entré en confiance dans notre cité pour demander quelque nourriture à la première venue de ces incomparables mères, réputées dans toute la nation des Essazam, parce que leur générosité s'est donnée pour tradition de soulager la faim et d'étancher la soif des voyageurs, hommes ou bêtes, sans autre souci que le culte des vertus ancestrales? Qui es-tu donc, que l'éclat de la prodigalité de notre clan ne soit pas parvenu jusqu'à tes oreilles? Manger des oranges à la porte de notre cité dans la brume d'une aube pluvieuse, cet affront ne nous déshonore-t-il pas à jamais?
Par bonheur, jeune voyageur, l'offense, quand elle est fille, non de la malveillance mais de l'ignorance, mérite non la haine mais la sollicitude. Ici, un gamba qui s'était interrompu dégagea son bras de la couverture qui l'enveloppait et pointa son index sur Ekumdum, dont l'artère d'honneur émergeait à peine au jour, et s'élançant au bord de la route, montait en pente douce, s'étirait indéfiniment, allait se perdre au loin dans la brume, au-delà de laquelle on devinait qu'elle croisait d'autres artères plus modestes, traversait peut-être d'autres pays, devenait un humble chemin, puis un sentier, pour s'enfouir finalement dans la forêt, ainsi qu'une rivière dans le sable. De ce côté-ci, sur ses deux flancs, des maisons aux murs de terre et aux toits de chaume se pressaient les unes contre les autres, tantôt longues et basses, percées alors de plusieurs portes sur la façade, tantôt hautes et trapues, et n'offrant à la vue qu'une porte, toujours d'un dessin semblable, donnant une impression d'ordre et même de discipline qui augmentait à mesure que l'aube s'éclairait davantage et que le regard pénétrait plus loin dans ce décor banal en définitive pour l'enfant, ce vieux voyageur. Qui que tu sois, déclarait maintenant Ngemba en pointant son index sur Ekumdum, entre dans notre cité, foule en confiance cette artère accueillante, va frapper à la porte de cette maison là-bas, vois-tu bien? Celle-là que mon doigt désigne, oui, celle d'où monte en panache une blanche fumée augurant des plats succulents. Oui, eh bien va, et frappe à la porte de cette maison-là. Je ne t'en dis pas plus, frappe et tu verras. Qui que tu sois étranger, tu te souviendras longtemps de l'accueil qu'on t'y réservera. C'est ma maison. Passe encore que l'homme généreux tire vanité, même avec fracas, de la plus admirable des vertus, mais sans faire un vêtement de parade auprès d'un voyageur inconnu qui n'a fait aucune demande, voilà qui, sans doute, a paru extraordinaire à Morzamba. Combien de fois depuis n'avons-nous pas tenté, chacun de son côté ou tous ensemble, de ressusciter cet instant où l'enfant errant se présenta à nous pour la première fois, de reconstituer ses gestes, la sérénité effrayante de son visage, sinon ses propos, puisque même lorsque, plus tard, il eut consenti à se laisser apprivoiser, il demeura encore longtemps muré dans le silence. Bondissant avec prestesse, l'enfant s'est retrouvé sur la chaussée. Le voici devant Ngemba, déchiquetant toujours ses oranges avec le même appétit, s'abstenant de répondre aux invectives de l'orateur. Parmi nous, certains se figurent aujourd'hui qu'il considéra avec une curiosité méprisante Ngemba, qui en fut blessé au point de l'apostropher de plus belle aussitôt, et plus tard de se montrer à l'endroit de Morzamba, l'ennemi implacable que révélera la suite des événements. D'autres croient se souvenir que le jeune voyageur n'accorda même pas un regard à Ngemba, demeurant cependant immobile auprès de lui, comme si ses propos lui eussent inspiré un intérêt obscur, insaisissable pour lui-même aussi. S'il est vrai que le premier homme rencontré dans une cité inconnue en suggère, bon gré mal gré, une image en harmonie avec son propre masque, quel effet dut avoir sur l'âme du jeune voyageur à la porte d'Ekumdum l'apparition d'Ngemba, avec sa haute stature, qu'une souffrance sournoise et familière, l'âge et la malignité, avaient commencé à voûter, avec ses jambes longues et grêles, fichées dans 2 pieds larges comme des socles, qu'enflait l'éléphantiasis, avec la commissure des lèvres blanchies par une fine écume, avec surtout ses yeux qui roulaient sans répit. Voici ce que nous retrouvons avec certitude, sans doute vexé de voir ses pressants appels glisser sur l'enfant errant sans l'affecter d'aucune façon, Ngemba, qui profère toujours des propos intempestifs, élevant sans cesse le ton, s'approche de l'enfant, fait mine de le prendre par la main comme un galopin qu'on a décidé de mener par la contrainte. Mais, à partir de là, il nous est bien difficile aujourd'hui d'accorder nos souvenirs. Ngemba, par exemple, prétendra toujours qu'à ce moment-là, Morzamba trahit son irrévérence foncière par un geste inconvenant, comme partout dans le monde, la bienséance interdit à la jeunesse de s'en rendre coupable en présence d'un aîné, sous peine de s'exposer à sa colère, l'âge étant toujours habilité à administrer à l'inexpérience la rude leçon qu'elle mérite. C'est ce que répétait Ngemba. Quoi qu'il en soit, l'esclandre avait fini par réveiller les habitants de la cité, surtout dans la partie qui touchait à la route, où, entendant les éclats et reconnaissant les intonations de la voix d'Ngemba, les gens crurent à une grave altercation, et que leurs parents étaient peut-être en danger. Ils se précipitèrent alors, prêts à lui prêter main forte. Quand nous fûmes attroupés autour des 2 protagonistes, dont l'un restait cependant obstinément muet, le visage inconnu du tout jeune voyageur, son torse nu et étonnamment puissant, sa hanche battue d'une guenille, sa placidité en face de celui qui l'apostrophait, et même tentait de se saisir de sa main, son appétit obstiné à cette heure, tout cela nous parut aussitôt une intolérable monstruosité, et nous indigna tellement qu'il n'y eut désormais rien dans ce cauchemar vivant qui n'appela notre intervention. Et lorsque pour la 5e ou 6e fois celui qui allait s'appeler Morzamba fit ce geste vif du bras par lequel il dégageait toujours sa main de l'étreinte d'Ngemba,
chacun trouva tout naturel que le fils Nguemba, venu à la rescousse de son père, entreprit de concert avec ce dernier de malmener l'enfant errant, qui n'avait pas hésité à infliger une telle humiliation à un vénérable père de famille. Tout se passa alors très vite, ou bien n'est-ce qu'une impression dans le brouillard lointain du souvenir. Presque au même moment où le fils Nguemba bondit sur la chaussée et se jette sur Morzamba, un flot d'hommes, de femmes et même d'enfants, tous encore à moitié hébétés de sommeil, déferle sur les combattants qu'il submerge. On court, on se poursuit, on se heurte, on se bouscule, on crie à peine, on parle encore moins. C'est un accès de folie collective qu'il nous est pénible de revivre aujourd'hui. Quand se calme ce tumulte, un vieillard au geste de fébrile pour protéger Morzamba, éperdu maintenant terreur ou, plus probablement peut-être de colère, l'entoure de ses bras décharnés et tantôt souffle dans un corps. Autour d'eux, des femmes font des réflexions cruelles et s'esclaffent. Des enfants conduits par le fils Nguemba, exécutant une ronde mi-grotesque, mi-menaçante, refusant d'obéir aux injonctions des aïeux, perclus qui les rappellent de loin et leur ordonnent de ne pas tourmenter l'étranger sur la route, qui est un endroit sacré. Des hommes venus un peu tardivement sur les lieux, interloqués, inquiets et embarrassés, s'enquièrent des événements et du personnage, tentent de comprendre et en même temps d'apaiser l'excitation. Et au milieu de la foule, Nguemba continue imperturbablement d'invectiver contre le jeune étranger, l'enfant errant qui paye de l'affront et de l'injure la plus belle offre d'hospitalité que de mémoire d'homme on ait faite, la plus magnanime, la plus désintéressée. L'instant d'après, le vieillard fébrile, tenant la main de Morzamba qui la lui laisse volontiers, emmène le jeune voyageur dans la cité, où ils pénètrent tous deux d'un pas naturel, tandis que le ciel qui commence à s'embraser dissipe d'un seul coup les dernières brumes, et que tout s'anime, soudain, dans Ekumdum. Bien qu'il eût trouvé refuge dans la demeure inviolable d'un vieil homme, aucune paix ne fut laissée ce jour-là à Morzamba. Très vite, une femme que le jeune voyageur avait entendu s'affairer dans l'autre pièce de la maison vint leur apporter un repas qui fumait dans des assiettes de bois. Au grand soulagement de son hôte, l'enfant sauvage se fit à peine prier pour manger, en montrant le même appétit que sur la route quand il avait été agressé. Le vieillard pensa que Morzamba absorbait sans doute une nourriture chaude pour la première fois depuis longtemps. Il se garda de lui poser la question, et il lui parut que son hôte lui en était reconnaissant. Mais Morzamba n'avait pas encore achevé son repas lorsque son tourment reprit. Revenu à un jeu pour lequel il montre une vive inclination, les garnements d'Ekumdum, qui se sont attroupés devant le seuil vénérable du vieillard, entreprennent de huer l'enfant, raillant ce qu'ils appellent sa voracité. Il leur arrive même de lui lancer de menus projectiles et de l'appeler de noms injurieux. Puis, comme si la famille Nguemba eût reçu mission de tracasser Morzamba, ne voilà-t-il pas que la femme Nguemba, entrée avec impudence dans la demeure du sage vieillard, se met en devoir d'interroger le jeune voyageur avec effronterie. « Eh, petit garçon, dit-elle d'abord d'une voix mielleuse, d'où viens-tu? Quel est le nom de ton pays, celui de ton clan ?» Mais, prenant bientôt la mouche, la femme Nguemba crie « Tempête ! On te demande qui sont tes pères et mères, comment se nomme ton clan et vers quelle destination tu marches. Et tu ne réponds rien. Quel genre d'enfant es-tu donc que tu ne daignes pas répondre aux questions des grandes personnes? N'as-tu jamais appris à respecter l'âge? Pourquoi as-tu quitté les tiens? Pourquoi as-tu quitté la cité? Et où te rends-tu au juste? Répondras-tu à la fin? Non. Morzamba ne se décidait pas à répondre. Il se bornait à manger paisiblement. Il avait faim. C'était là tout ce qu'on savait du jeune voyageur, qui parut s'être juré de tenir à jamais enfoui son secret. Cependant, sur les injonctions du vieillard chenu que ce vacarme attriste, les garnements se dispersent, la femme Nguemba franchit le seuil en hésitant, et non sans larder Morzamba de regards de haine, à croire qu'elle lui en voulait déjà avant même de l'avoir vu. Resté seul avec son hôte, et lorsque celui-ci eut terminé son repas, le vieillard dit « Maintenant, mon fils, tu feras ainsi que tu voudras. Après t'être reposé aussi longuement qu'il te plaira, tu passeras librement ton chemin si tel est ton désir. Mais peut-être voudrais-tu éprouver l'amitié d'un vieil homme, l'amour d'un père à qui la Providence ne voulut point faire don d'un fils. Dans ce cas, ma maison est tienne, et tout ce qui est à moi t'appartient. » Observant d'un œil furtif cet enfant obstinément silencieux, le vieillard compatissant sentait monter en lui comme une souffrance infinie en présence de cet être qui, certes, n'avait pu sortir de terre comme une jeune pousse, qui avait dû, comme nous tous, germer dans le sein d'une mère, qui avait connu auparavant d'autres humains, vécu peut-être successivement dans divers clans sans jamais trouver sa place dans aucun, et les avait quittés, repartant toujours inflexiblement. Quelle particularité de sa nature nourrissait cette fuite comme une flamme dévorante? Quelle infirmité avait peut-être à jamais soustrait cet enfant aux joies et aux peines ordinaires des hommes, le murant dans la nuit de la solitude?
Le vieillard vit Morzamba qui ne lui avait pas répondu, s'étendre sur le lit de bambou sur lequel il était assis, calmement, avec confiance et une sorte de détermination, comme un animal rétif, confiant tout à coup sa jeunesse frivole à la vigilance d'un vieillard inconnu. Toute la journée, le vieillard parcourut la cité, déclarant partout où il s'arrêtait que le jeune voyageur qu'il avait décidé d'appeler Morzamba était affligé d'une mystérieuse infirmité. Il était sans doute sourd ou muet, ou les deux à la fois. Le ciel lui avait inspiré de s'arrêter à Ekumdum, comme on voit parfois des animaux des bois s'approcher des habitations des hommes, quand la souffrance et le chagrin de la maladie leur font chercher des soins. Le vieil homme ne rencontra pourtant que scepticisme et raillerie. La cité en émoi s'interrogeait certes sur le nouveau venu, mais dans un esprit bien éloigné de la compassion du vieillard. Les enfants parodiaient ses attitudes jamais troublées, ils singeaient sa gloutonnerie, ils tournaient en dérision tous les traits de son personnage qu'ils différenciaient d'eux-mêmes. Pressentant déjà qu'il demeurerait longtemps parmi eux, ils anticipaient avec quelle joie sur les tourments raffinés qu'il ne manquerait pas de lui infliger, mimant des poursuites, des harcèlements, des bastonnades ponctuées de gémissements poignants, des scènes d'ostracisme. Les péronnelles faisaient des gorges chaudes de la guenille accrochée au flanc du jeune étranger, de sa tignasse crasseuse de fauve, et qui fumait comme une mare surchauffée de ses jambes grises du grand air. La femme Ngemba pérorait d'une voix solennelle en présence de ses voisines. Les mères qui abandonnent ainsi leurs enfants, les laissant courir les routes tout seuls. Ah mon Dieu, comme j'aimerais les châtier. A-t-il seulement une mère se demandait une autre à elle-même avec tristesse. Ce n'est quand même pas un petit animal, s'insurgeait une troisième. Il faut bien qu'il ait eu une mère, ou quelque chose de semblable. Au juste, demandait une quatrième, au juste, qu'est-ce que cette sorte de monstre? Un enfant? Un homme? À moi, il ne paraît pas un enfant, mais un vrai homme. C'est vrai ce que tu dis là, renchérissait la femme Ngemba. C'est vrai ça. Il est tout petit de taille, mais il n'empêche, on dirait un vrai homme. Avez-vous remarqué combien il était fort? Avez-vous vu ses pieds? Un enfant si mal nourri devrait être plus maigre, peut-être même chétif. Eh bien, savez-vous quoi? Suggérait une mère jusque-là silencieuse. Ce petit a peut-être été abandonné à peine né. Pour ainsi dire, il n'a jamais eu de mère ni connu de tendresse. Il a pu pousser à l'abandon comme un petit animal. Tenez, une petite antilope se nourrit de quoi? De choses telles que ce que mangeait ce petit garçon quand il nous est apparu. Eh bien, une jeune antilope n'est pas forcément maigre. Tu me surprends, répliqua sévèrement la femme Ngemba. Tu me surprends, comme d'habitude. Je veux bien que cet homme ait été abandonné à peine né par sa mère. Celle-ci appartenait pourtant à une tribu, à un clan. Elle habitait une cité. Combien avons-nous, ici même, d'enfants dont les mères ont disparu, pour une raison ou pour une autre, les abandonnant à l'âge le plus tendre? Personne n'a jamais vu ces enfants courir seuls les routes. Nous les nourrissons et les habillons. Nous les élevons comme nos propres enfants. Un étranger ne pourrait distinguer les enfants privés de mère des autres. Quelle famille dans son histoire n'a élevé un orphelin comme son propre enfant? Non, tu auras beau dire, l'étranger n'est pas un enfant, mais un homme plein de malice qui, utilisant habilement sa petite taille, essaie de passer pour un enfant. Dans quel but? Je donnerai ma main à couper qu'il caresse quelque pernicieux projet. Ah, mes sœurs, veillez sur vos biens, d'ici que l'étranger pille nos demeures et disparaisse. À quoi ne faut-il pas s'attendre de la part d'un homme dont on ne connaît ni le pays ni la destination? De leur côté, les hommes se préoccupaient aussi du jeune étranger qui dormait alors à point fermé dans la maison du vieillard bienfaisant. On en voit toutes les couleurs par les temps qui courent, déclarait Ngemba, haletant encore d'une colère qu'il commençait enfin à maîtriser, parlant d'une voix brisée, qui semblait au bord du sanglot. Penser qu'un mioche, pour ainsi dire un moustique, te crache dessus parce que tu te proposes pour le recueillir? Il avait pourtant faim, ce galopin. Son appétit était celui d'un fauve. Tout ça, c'est la faute de cette maudite route, opinait sereinement son voisin. C'est une trouée qui aspirerait même les plus rassis. Comment ne ferait-elle pas perdre la tête à un malheureux bambin? Ce n'est pas plus compliqué. L'enfant s'est juré de voir sur quelle contrée fabuleuse débouchait la route. Il n'en faut pas davantage et adieu tout le monde. Nous autres aussi, intervient un autre. Nous autres aussi, dans le temps, nous suivions l'eau des rivières, marchant le long des rives, fascinés par la fuite du courant. Nous ne nous perdions pourtant jamais. C'était avant qu'ils aient creusé leur maudite route. C'est que nous ne pouvions pas nous perdre, soutint l'homme à la parole sereine. On ne peut se perdre sur la rive d'un fleuve. On sait toujours comment retrouver les siens, en remontant ou en accompagnant l'eau qui coule. Mais la route n'a pas aile d'aval ni d'amont. Un monstre sans tête ni arrière-train. Voilà ce qu'est la route. Le bruit de l'événement, qui n'avait d'abord troublé que la partie de la cité attenant à la route, déborda bientôt sur ses artères les plus lointaines, et même sur l'arrière-pays. Comme des pèlerins qui s'en vont adorer une idole, on vit arriver des foules processionnaires à la fois ferventes, gaies, et on eût dit des sacrilèges, qui venaient dans la maison du vieillard, et, comme elle fut bientôt bondée, dans ses environs,
avide de contempler cette merveille inouïe, un enfant errant et solitaire. Réveillé de son bref sommeil, Morzamba fut dévisagé, épié, touché, subodoré, examiné, écouté, interrogé, houspillé, cajolé, amadoué comme personne peut-être jamais ne l'a été. À ses assauts, le monstre présumé opposa une sérénité muette, ou plutôt une sorte d'absence glacée qui nous bouleversait et nous donnait le sentiment d'assister à un événement unique. Le vieil homme dut accueillir des visiteurs fort tard dans la nuit, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Mais le lendemain, il vit la foule envahir derechef sa modeste demeure. Il en fut ainsi de longs jours, sans que l'enfant trahît jamais rien d'humain dans ses gestes, ni ne témoignât le désir d'adresser la parole à personne. Pour son vénérable hôte aux cheveux blancs, c'était plus que jamais un petit sourd muet qui, à la suite de circonstances exceptionnelles mais nullement étranges et qu'on devait pouvoir reconstituer, s'était trouvé égaré sur la route et qui, tentait chaque fois d'aller un peu plus avant, s'était peu à peu éloigné de son pays et des siens. Si l'on réussissait à le retenir, quelque cité proche ou lointaine déléguerait bientôt des hommes pour demander si Ekoumdoum avait vu un enfant passer sur la route, si on l'avait hébergé, et dans quelle direction il avait poursuivi sa marche.